Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va prendre de la hauteur parce que c'est notre invité qui va nous permettre de le faire. On va le faire dans Cosmo Réunionnais. Et là, elle n'est pas spationaute encore. Erika Velio, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand j'ai dit on prend de la hauteur, on va parler des métiers du spatial et de la biotechnologie. C'est quelque chose que vous maîtrisez En tout cas, il est vrai qu'on monte un atelier pour pouvoir parler de ces métiers à La Réunion cette année. Alors, cette année, vous avez monté un atelier ? Pardon ? Vous montez un atelier carrément ? C'est un atelier, c'est une semaine en fait d'intervention des acteurs du monde du spatial et de la biotechnologie. Ça se passe de Du 14 au 18 décembre oui. Au lycée de Saint-Paul IV. D'accord. Et ils ont une section Sciences et biotechnologie. Ah, d'accord. Et quand on parle du spatial, on va définir spatial et biotechnologie. Spatial d'abord. Oui, alors le spatial, en fait, on a 10 intervenants de métiers différents qui vont témoigner de leur parcours et de leur métier aux lycéens de cet établissement. Et il va y avoir en fait des personnes qui seront à Toulouse, à Kourou, aussi aux Pays-Bas et en Bretagne. Ça veut dire qu'il y aura de la visioconférence. Ce seront des visioconférences essentiellement, et 2 réunionnaises, dont moi, et Varinka Ponamale, qui seront en présentiel au lycée. D'accord. Et donc là, on était donc sur le spatial. Oui. Et est-ce qu'il y aura un contact Il y a du monde là-haut là, actuellement ou pas L'ISS, oui, ouais. Il y a du monde, oui. Il y en a en permanence. D'accord. Il y aura un contact ou pas ? Non, il n'y aura pas de contact avec l'ISS. Et donc ça, c'est pour le spatial. Oui. Il y a rien d'autre pour cette semaine-là. Donc ces échanges en visioconférence. À moins que vous ayez prévu autre chose, une surprise. On a des ateliers. On va monter un atelier avec une dizaine d'élèves qui sont dans une section qui s'appelle le NSI, donc numérique, sciences et informatique, qui pourront faire du traitement d'images avec une entreprise, une start-up berlinoise, UP42. Varinka est en charge de monter et d'animer cet atelier. On va juste rappeler que Varinka Ponamale travaille à Airbus à Toulouse. Elle est devenue responsable communication technique après un parcours dans l'ingénierie mécanique. Et je l'ai rencontrée par hasard, par échange d'emails entre les Pays-Bas et Toulouse, entre l'entreprise Airbus Pays-Bas et Toulouse. Et on s'est reconnus par nos racines réunionnaises. D'accord. Et on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau donc Varinka Ponamale parler de son métier. Elle était venue également avec sa maman. Ça a été l'occasion donc d'un échange. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Je vais revenir à Erika Velio. Là, pour la biotechnologie, est-ce qu'il y aura un programme particulier ? Alors, la biotechnologie, en fait, est un petit bonus pour le lycée Saint-Paul IV, parce qu'il faut savoir que le proviseur, Monsieur Hébert, cet établissement, il est ouvert depuis 2007-2008, et le proviseur actuel, Monsieur Maurice Berne, veut donner un équilibre, en fait, à cet établissement, parce qu'il y a des filières rares, comme la biotechnologie, la cosmétique, la parapharmacie, ce genre de choses. Donc, il y a des formations assez particulières. Et dans mon réseau, en fait, de professionnels, j'ai fait des études de chimie, déjà pour le préciser, et dans mon réseau professionnel, j'ai des personnes qui sont spécialisées, experts en biotechnologie, d'où la raison pour laquelle d'avoir un intervenant en biotechnologie pour l'établissement de Saint-Paul IV. La chimie, juste une boutade, ça vous a pas donné envie d'essayer de trouver le vaccin contre... Je pense que la chimie ne suffit pas. Les sciences émergentes ne suffisent pas pour trouver un vaccin. D'accord, je vais vous poser la question. Quand on parle de biotechnologie aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait symboliser un petit peu en termes de réussite la biotechnologie aujourd'hui le virtuel est devenu réel, oui. En tout cas dans la vie des gens. C'est un paradoxe, mais ma génération, je ne sais pas si elle s'accroche ou si elle va pouvoir... Mais c'est pas évident
rester en contact avec du virtuel et de voir ce que ça apporte dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Et je pense que la biotechnologie, comme les métiers du spatial, peuvent avoir faire émerger cette même question, parce qu'effectivement, on a l'impression de ne pas toucher du doigt concrètement les résultats de ces technologies. Mais effectivement, on va parler de télémédecine. Donc, on évolue vers en fait du diagnostic à distance pour pouvoir soigner des gens, et on travaille aussi pour déployer des nouvelles technologies sur Terre, telles que le déploiement de l'Internet à haut débit ou que l'accessibilité de la télévision. Donc il y a beaucoup de choses que nous touchons sans savoir que ça vient de métiers d'au-delà. Alors, la télémédecine, c'est quelque chose qui va se développer rapidement pour une simple raison, ce sont les déserts médicaux. C'est-à-dire que les endroits où on n'arrive pas à trouver des médecins. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui se met déjà en place dans quelques endroits sur le territoire de métropole. Tout à fait. Et reste quand même un fait, c'est que vu les différences entre générations, la vision qu'on a, le rapport qu'on a, comment amener ceux qui sont vraiment réfractaires à l'innovation, à l'évolution, à vraiment dire que, par exemple, la télémédecine, c'est aussi efficace qu'un médecin? Je dirais qu'on ne peut pas convaincre les gens sans leur démontrer que ça fonctionne. Et le seul moyen est en fait de répéter et d'informer. Je pense que la communication et l'éducation sont les clés principales pour pouvoir prendre les gens à bord et, entre guillemets, les convaincre que ça fonctionne. Mais de vous à moi, on a la croyance en saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit. Hein. Et justement, qu'est-ce qui explique que les enfants, parce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir les élèves de Saint-Paul IV, je suppose? Pas forcément ceux de Saint-Paul IV, mais j'interviens dans différents établissements scolaires à La Réunion. Les gamins y croient en tout cas. Oui, ils sont vraiment passionnés. Les enfants, les jeunes, réunionnais ou d'autres, sont des passionnés, des rêveurs. Et je pense qu'en grandissant, nous mettons un peu de côté nos rêves et nous rentrons dans une espèce de cycle de routine qui nous font oublier en fait nos rêves d'enfants. Et ces rêves d'enfants, en fait, si on veut y accéder, il faut en fait s'accrocher et faire ce chemin pour les réaliser. Et ne serait-ce que j'allais dire, l'actualité d'un Thomas Pasquet, à chaque fois, quand on voit ce que ça déclenche dans les jeunes générations, c'est quand même impressionnant. Ne serait-ce que de combien ils sont lorsqu'on leur permet d'échanger directement avec Thomas Pasquet qui est à l'ISS. Oui. C'est vraiment une évolution qu'il va falloir maîtriser, mais construire. Oui, tout à fait. On a une école élémentaire, si je ne me trompe pas, à La Réunion, à Saint-Leu, si je ne me trompe pas, ou même primaire, qui a été sélectionnée pour pouvoir communiquer avec Thomas Pesquet lorsqu'il y aura une communication établie entre l'ISS et La Réunion. Donc un établissement à La Réunion, une école de jeunes enfants qui pourront le faire. On est chanceux. Oui, sur ce point-là, bravo à eux et bravo pour La Réunion. Mais je reviens à Erika Velliou. Qu'est-ce qui a... Si on parle de passion, comment la jeune élève que vous étiez s'est passionnée pour ce monde très technologique? Je dirais que ma passion était en fait les sciences de manière générale et chercher les réponses à ce que je ne comprenais pas. C'était pas forcément orienté aérospatial. J'étais vraiment une fan de physique et de chimie et je posais beaucoup de questions. Je voulais vraiment comprendre. Et je pense que cette curiosité et mon acharnement a mené mes pas vers des métiers comme celui-ci. Je travaille dans l'aviation, dans l'aéronautique, puis l'aérospatiale. Et ma curiosité et ma polyvalence, en fait, ont permis en fait, d'arriver là où je suis. Mais ma passion principale est vraiment ma curiosité. Aujourd'hui, vous habitez où et vous travaillez où? Alors, je suis aux Pays-Bas depuis 4 ans. Je travaille chez Airbus Defence and Space pour des programmes de fusées et de satellites. Et actuellement, le programme principal sur lequel je travaille est ce qui concerne en fait une navette qu'on appelle Orion, qui s'inscrit dans un programme Artemis pour envoyer de nouveau des personnes sur la Lune.
et particulièrement Artemis parce que ce sera aussi la première femme à voyager vers la Lune. Et c'est prévu pour quand? 2024. D'accord, je serai encore là. Ce parcours-là, à aucun moment, Erika avait envie de dire « je vais devenir cosmonaute ». Non, pas du tout. C'est pas mon objectif. Je pense qu'on a chacun une mission, on avance dans notre chemin de vie, mais je pense qu'on a chacun un rôle à tenir et je ne pense pas aller jusque-là. Et dans cet itinéraire de vie qu'a Erika Velio, comment elle continue justement à vivre sa passion, à nourrir cette insatiable envie d'apprendre? Écoutez, c'est simple, aucune journée ne se ressemble. Professionnellement et aussi dans la vie privée, je suis mère de 2 jeunes enfants de 10 et 11 ans. Et je peux vous assurer que mon envie d'apprendre et mon envie d'avancer et de m'enrichir intellectuellement est assouvie par le quotidien sans routine de mon métier et de ma vie privée. D'accord. Je reste sur le cadre professionnel. Qu'est-ce qu'elle a encore envie d'acquérir, de conquérir, de gravir, Erika Velio? Mon objectif est d'apporter mon expertise et mes connaissances et de les transmettre. Et aussi d'apporter ce quelque chose à La Réunion, de développer, voire d'implanter des activités du spatial ici sur notre île. Vous avez eu l'occasion d'aller à la Cité du Volcan ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? La Cité du Volcan est devenue une nouvelle... une porte à la technologie aussi. Donc, l'évolution nous montre bien qu'avec des appareils de simulation comme ce que Patrice Huet a mis en place dans cette maison Cité du Volcan, parce que maintenant, ce n'est plus seulement une maison, mais aussi une cité. Ça permet aussi de voir comment on peut utiliser les technologies pour pouvoir faire des simulations et découvrir comment la lave s'écoule d'un volcan. Vous arrivez au bon moment, apparemment? Oui, parce qu'il y a une éruption. Donc, je ne vais pas rater le coup, je vais y aller. D'une part. Et le projet que certains ont de construire sur cette plaine des Sables un atelier ou des éléments pour... Totalement un centre d'entraînement ou un centre de rappel de la Terre, Lune, Mars. Écoutez, je suis totalement favorable à ce genre de choses. Il faut savoir qu'on a une île qui est formidable. On a des reliefs accidentés qui nous rappellent des reliefs de planètes externes à celle de la planète Terre. La plaine des Sables est vraiment une terre lunaire en journée et une terre martienne aussi dans la nuit avec des températures extrêmes. Donc on a vraiment un bel avantage à La Réunion de pouvoir développer aussi tournage de films, activités touristiques, voire même un centre de formation pour les astronautes. D'accord. Aujourd'hui, comment, quand on a cette vie trépidante, comment on vit sa vie personnelle? Alors d'une part, je dirais que trépidante est peut-être pas le terme le plus. Ça reste une vie équilibrée parce qu'évidemment, il ne faut pas se donner trop dans le travail et il faut trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui fait que on vit bien. Vos enfants sont nés ma fille est née à La Réunion et mon fils en région parisienne. D'accord. Et on a vécu en Guyane française aussi, en métropole et puis maintenant aux Pays-Bas. Comment Erika Velio reste une réunionnaise dans ce qu'elle est, dans sa vie de tous les jours, parce que dans ses gestes? Je le suis, je cuisine réunionnais, je parle créole. J'ai pas dit que vous n'aimez pas, j'ai dit comment elle reste. Alors le comment est compliqué, puisque c'est juste je le suis. Tous les jours? Tous les jours. Dans les gestes, dans le carré, dans les... Et puis même, je communique, je parle de La Réunion. Depuis que je suis aux Pays-Bas, mes enfants ont présenté à leurs copains ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Donc, ils ont présenté en néerlandais La Réunion. Et puis, moi, à mon travail, j'en ai fait tout autant, puisqu'on connaît Maurice aux Pays-Bas, mais on ne connaît pas La Réunion. Ah, d'accord. Donc, maintenant, ils connaissent. Juste, quand on arrive comme ça du Pays-Bas, on vient de La Réunion,
on est absorbé par l'environnement, c'est normal, je suppose. On s'intègre. On a la volonté de s'intégrer aussi parce que c'est une culture différente, une langue différente. Donc je pense que pour n'importe qui, immigrant pour le travail dans ce pays, l'intégration par l'apprentissage de la langue et de la culture est importante. Ce dimanche, ça sera le 20 décembre à La Réunion. C'est quelque chose que vous connaissez puisque vous avez grandi à La Réunion. Est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier que vous allez vivre? Malheureusement, en ces temps de Covid, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, malheureusement. Ouais. Mais en temps général, j'ai toujours mon t-shirt avec les logos Réunion et abolition de l'esclavage. Et on va taper sur des djembés. Des djembés. Ouais. Là, ça manque quand on... Enfin, je suis mal placé pour le dire, mais quand on voyage comme ça, quand on travaille, quand on change d'endroit, qu'est-ce qui bouillonne le plus en termes d'identité réunionnaise en soi? En fait, on cherche le contact avec les autres Réunionnais de l'endroit où on est. En Guyane, je faisais aussi partie d'associations réunionnaises. Il faut savoir qu'en Guyane, il y a une grande communauté de Réunionnais. Et donc, on s'était retrouvés à la Carapa, on faisait nos fêtes réunionnaises ensemble, on cuisinait réunionnais, on mangeait ensemble. On avait même fait une émission télé pour présenter le Maloya aux Guyanais. Alors, j'ai juste oublié de rappeler, lorsqu'on parle de Guyane, c'est pour Kourou, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord, elle était travaillait sur Ariane Espace. Oui. La question, encore une fois, Erika Velio, c'est, je le dis parce qu'aujourd'hui, les Réunionnais sont disséminés dans le monde, mais il y a je ne sais pas si c'est ça qui aide aussi les Réunionnais d'ici à vouloir rester, faire vibrer un petit peu plus la fibre réunionnaise, mais rester réunionnais quand on est loin, l'envie, elle est plus forte. Bien sûr, parce que on ne change pas. On est ce qu'on est, mais on est dans un autre environnement. Donc forcément, on a l'impression d'être encore plus réunionnais qu'en étant à La Réunion, parce qu'on veut vraiment le montrer. Et quand on a cette réussite professionnelle, quand on travaille dans ces filières très vraiment, je veux dire, très médiatisées aussi, parce qu'à chaque fois que le dernier satellite qu'Ariane a envoyé dans l'espace, on en a parlé. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à Kourou, on en parle. Qu'est-ce qu'on ressent justement? Vous êtes de quelle région, de quelle ville de La Réunion? Je suis ici à la Plaine Saint-Paul. Ah, d'accord. J'ai grandi là, les quartiers. Non, mais c'est vraiment un hasard. Si le hasard existe, j'allais dire, qu'est-ce qu'on ressent? Comment est-ce qu'on se dit? On est vraiment fiers de dire qu'on donne un peu plus de dimension à cette identité réunionnaise? Je dirais que quand on y est, quand on est à Kourou, dans nos métiers, à Toulouse, Pays-Bas ou peu importe, l'identité réunionnaise ne ressort pas. Néanmoins, quand on revient ici à La Réunion, on essaie de transmettre quelque chose aux Réunionnais, aux élèves, aux jeunes, aux parents, aux professeurs, de leur démontrer que l'éducation sert et que on peut atteindre la réussite de la réalisation de nos rêves. Mais concrètement, une réussite de lancement, par exemple, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas s'approprier une réussite de lancement individuellement. On est heureux ensemble, parce qu'on a fourni un travail ensemble. Aujourd'hui, quel regard sur cette Réunion, qui est votre île, et en même temps, quelle perspective pour vous, et bien sûr pour vos enfants? Compliquée question. Je dirais que l'île telle que je l'ai connue quand je l'ai quittée, il y a maintenant plus de 20 ans, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qui se sont améliorées et il y a encore des choses qu'on peut développer. Et si je pouvais avoir la chance de pouvoir apporter une petite pierre à cette île, j'en serais ravie. J'aimerais aussi, je continue à voyager ici régulièrement pour que mes enfants gardent toujours un lien culturel et connaissent bien leurs racines et leurs origines.
En tout cas, je peux vous le dire, Lille en tout cas doit être vraiment très fière de votre parcours, parce que je crois que c'est la meilleure façon de promouvoir une île que de réussir ailleurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du spatial, pour beaucoup, c'est quelque chose de très évident, mais pour d'autres, ça ne l'est pas autant que ça. C'est pour ça que je disais que cette semaine-là, avec les différentes rencontres, alors est-ce qu'on a, il nous reste 1 minute, est-ce qu'on a un ou deux noms de ce qu'on verra cette semaine? Alors, peut-être pas des noms précisément, parce que ça va peut-être pas interpeller, mais il y a des métiers différents. Donc, je vais citer quelques métiers qui vont être... donc, il y aura 9 femmes sur 11 participants. Donc, une ingénieure système en intégration et en vérification et validation, une ingénieure électrique, une responsable de communication technique, une ingénieure optique vidéo du centre de contrôle de Kourou, une chef de projet de lanceur et du New Space, moi-même manager d'assurance produit de cette capsule Orion, une chef de projet Google et Copernicus, bon, il y a des mots qui peuvent interpeller, une bid manager et 2 ingénieurs pour école. Et puis évidemment cet expert en biotechnologie. Alors, on va tout faire pour qu'on essaye de vous restituer un maximum de ce qui va se passer. En tout cas, on va suivre Erika Velio et Varinka Ponamalé pendant cette semaine. Et ça sera un plaisir, en tout cas, de partager ça avec vous. En tout cas, ça a été un plaisir de recevoir et de dire que la Réunion est très fière de voir ses enfants réussir, en tout cas, qu'ils soient ici ou là-bas. Merci. En tout cas, Erika Velio. On va tourner une page, on va regarder une vidéo. On va, entre autres, écouter Monseigneur Gilbert Aubry. On se retrouve juste après. Géranium au cœur de colombe, au regard d'aigle, aigle au recoulement de tourterelle, tourterelle au plumage d'arc-en-ciel, arc-en-ciel au miroir de soleil, soleil aux ailes d'esprit. Tu emportes mon âme au sommet de notre île, île au grand large des cyclones, cyclones au-dessus des vagues du monde, monde au zénith de tous les océans, océan au froid de tous les glaciers, glaciers au feu de tous les volcans, volcans au croisement des comètes. Et nous voyageons ensemble au pays des anges et des hommes, hommes au paradis de fleurs, des fleurs et des oiseaux, oiseaux aux chants qui n'ont pas de paroles, paroles aux musiques qui n'ont pas de notes, notes aux silences qui ne sont qu'harmonie, harmonie aux prières qui ne sont qu'adoration, adoration du centre immobile de je suis. J'ai fait un an racontant, voilà, à Elbourg, il vient de l'Îlette à Vidotte. Et il passe derrière la maison du préfet, là où il y a les grands bambous, le sentier est large, voilà. Et il se trouve face à son institutrice qui le voit marcher dans des souliers. Et fait un an qu'il regarde ses pieds, qui fait cloc, 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 cloc. Il lève sa tête et il voit son institutrice. Et l'institutrice lui dit, mais Fernand, qu'est-ce que tu fais là? Et Fernand qui dit, mais madame, m'y apprendre marche dans le soulier, mais ça fait ma première communion. Oui. Je voudrais juste, si vous permettez, transmettre des remerciements au nom des amis de mon église protestante de La Réunion à
Monseigneur Aubry, parce que quand notre Église a commencé à naître, du temps du pasteur Massias, Brest et les autres, on n'avait pas d'église. Et l'Église catholique nous a prêté jusqu'à très très longtemps des lieux de culte, et particulièrement l'Église de la Trinité. Et donc Monseigneur Aubry était très très près de nos pasteurs. Voilà, alors je voudrais vous rendre hommage par vos écrits qui sont merveilleux. Et je voulais d'abord lire ce préambule écrit par Christian Vittori, donc pour vous. La grâce poétique est tout, sauf humaine folie. Elle est beauté rayonnante et résonnante. Le chemin de la compassion en Jésus-Christ est certainement le plus inaccessible, le plus difficile, le plus exaltant. À ce qu'il paraît, sur l'autre rive, les mots sont ordonnés, suivant une logique nouvelle qui nous rend plus légers. Gilbert Aubry, évêque et poète, veut nous embarquer sur son canot, fait de mots habilement agencés. Il joue sur les sonorités de la langue pour nous faire partager des sentiments imagés, jusque dans ses propres dessins. Il offre ainsi au lecteur mélomane une gamme de textes rythmés et embrassés. Joyeuse découverte, à vous qui lisez ce livre. Jeanne la Folle, mystique chrétienne. Quand on a cherché un titre, j'ai proposé ce titre à Christian, parce qu'elle-même, elle dit on me regarde comme une folle, je suis la folle. Voilà. Et c'est vraiment une folle, mais les fous ont leur propre logique. Et c'est quoi la norme? Qu'est-ce qui est normal? Et les fous, ils ont leur propre logique, et c'est peut-être nous les fous. Alors je vais prendre deux passages. Voilà. Jeanne la Folle n'est pas repliée sur elle-même. Son action publique, zéro. Son influence politique, néant. Et sa prière, universelle. Elle s'appuie sur l'intercession de Marie, la mère de Jésus, la mère de l'humanité. Ô gracieuse étoile du matin, Vierge douloureuse, bénie, glorieuse, priez, joyeuse, Vierge qui aime tes enfants, aide ton peuple meurtri par les tremblements de terre, les guerres, les tornades, les cyclones. Dans ce monde que Dieu nous donne à aimer, où il y a beaucoup de pleurs, plus de pleurs que de rires, la poète de 8 ans, allusion à elle-même, encore et encore plus adulte, garde un regard illuminé d'émerveillement sur la création et sur le projet d'amour de Dieu de toute éternité. En Dieu, le mal est déjà vaincu et le sera visiblement à l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Alors, poète, j'ai retenu quelques expressions. Là sur mon drap, des croissants de lune, là dans mon âme une pluie d'étoiles, et puis là, roulé en boule, mon petit chat que tu as créé pour moi. Jésus, mon Dieu très haut, viens me voir, viens me tenir la main, te pencher sur moi, pour que ma vie devienne belle, que je rêve de fleurs et d'hirondelles, rien que pour ce soir. Je t'ai emprunté de lecture en lecture, et je t'ai, au bout de ma plume, aimé en écriture. Je couds le silence, j'en fais des nappes de nuages pour recouvrir le grand ciel bleu. Comme ça, si je pleure un peu, je dirai que la pluie a mouillé mes yeux. Rien que cela, rends-moi, petite Jésus, légère comme une plume, pour que tu puisses me porter d'été en hiver et d'hiver en été. Mais au bout de ma plume, une goutte de miel pour adoucir les blessures du genre humain. Et je terminais cette préface en disant, oui, qui est fou? Quelle est la norme?
Des fous inventent des modes de pensée, des manières de vivre qui leur permettent de vivre en cherchant à briser les carcans qui les emprisonnent. Ils nous dérangent et nous déroutent. Nous déroutent, en 2 mots. Ils nous invitent à chercher ensemble de nouvelles voies, de nouveaux moyens pour humaniser une humanité qui se déshumanise. L'essentiel n'est pas le standing de vie, mais la vie elle-même. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? La sagesse de Dieu est folie pour le monde, mais un monde qui se prend pour Dieu se détruit lui-même. Des personnes qui ont des pathologies mentales sévères ont besoin d'être comprises dans un contexte global, épaulées, suivies psychologiquement et spirituellement. Gardons-nous bien de les stigmatiser. Ces personnes sont appelées, elles aussi, à vivre leur vie respective comme leur chemin de sainteté. Elles peuvent accueillir des grâces particulières qui nous dépassent, car à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Jeanne Brézé, Jeanne la Folle, est un témoin atypique mais authentique de la foi, de l'espérance et de l'amour à la suite du Christ. J'espère que son témoignage suscitera d'autres témoins pour une vie théologale, des témoins qui pourront dire comme elle, s'il y a des mains, c'est pour mieux se donner la main, s'il y a un cœur, c'est pour aimer, s'il y a une âme, c'est pour prier.